avec Isabelle Touzard, qui est maire de Murviel et Montpellier, qui est vice-présidente de la communauté d'agglomération Future Métropole. Tant qu'on n'a pas le décret, je l'appelle Aglo. Quand on aura le décret, je l'appellerai 3M. Montpellier, Méditerranée, Métropole. Mais je m'en tiens à la terminologie d'Aglo tant que nous n'avons pas de document officiel. Qui est chargé de la politique agricole, qui est chargé aussi de l'alimentation et des petites et moyennes entreprises, de l'insertion, qui est une grosse délégation à l'agglomération et qui est également directrice adjointe de Supagro de profession. Isabelle Touzard est une professionnelle de tout ce qui est agriculture, tout ce qui est circuit court, tout ce qui est alimentation. Et grâce à elle, nous avons pu mettre en place ce qu'elle va présenter aujourd'hui, qu'elle a déjà présenté à la conférence des vice-présidents de l'agglomération il y a 15 jours, et la semaine dernière devant les 31 maires de l'agglomération. Ce qui va être proposé aujourd'hui, c'est donc l'élaboration de la politique agricole et alimentaire avec les 31 communes de l'agglo. C'est une avancée qui est unique aujourd'hui dans le pays. C'est la volonté de l'agglomération de Montpellier, future métropole, de concevoir son futur schéma de cohérence territoriale à partir d'une entrée inhabituelle. Cette entrée inhabituelle, c'est la protection des terres fertiles, c'est l'alimentation, c'est la protection de l'environnement, c'est le 5e pôle de la métropole, celui qu'avec Isabelle nous allons désormais baptiser agroécologie alimentation, en lieu et place de sciences du vivant, qui n'était que le nom d'emprunt pendant la période de discussion avec les 31 communes. Agroécologie alimentation. Cette porte d'entrée du schéma de cohérence territoriale est inhabituelle parce que on a coutume de traiter l'aménagement du territoire à partir des grandes infrastructures, à partir des centres urbains, à partir de la densification urbaine, et certainement pas à partir de la protection des terroirs, de la production possible des dits terroirs. Et cette porte d'entrée inhabituelle, eh bien, aujourd'hui, elle est regardée avec beaucoup d'envie par d'autres grandes agglomérations françaises, mais nous allons être les premiers à le faire. C'est pour cela que nous avons augmenté la cadence dans la communication de cet événement, parce que je sais qu'il y a d'autres agglomérations sur le territoire qui se presseraient de pouvoir faire la même chose, et je ne souhaite pas leur donner la primauté de notre propre travail et de celui d'Isabelle Touzard en particulier. Alors ça veut dire quoi? Vous le savez, la métropole de Montpellier, je l'ai expliqué vendredi lors de la séance inaugurale, le 24 octobre, elle est fondée sur 5 piliers majeurs. La santé. Je vais demander à Max Levita de venir là parce qu'on a réservé des chaises pour les élus de devant. Merci Max. Les 5 piliers de la métropole sont les suivants: la santé, au sens de l'OMS, le numérique, la mobilité, le tourisme, et le 5e pilier que nous avions nommé les sciences du vivant, qui désormais portera le nom de agroécologie alimentation. C'est un des piliers majeurs. C'est le pilier qui nous lie avec tous les territoires de l'agglomération, qu'ils soient urbains, qu'ils soient périurbains, qu'ils soient ruraux. C'est le pilier qui nous lie de façon indéfectible avec le grand territoire de la ville, celui qui parle aux autres agglomérations et qui est capable d'être partagé dans le cadre du futur pôle métropolitain avec la vingtaine d'agglomérations
qui ont donné leur accord sur les 5 piliers que je viens d'énoncer. De plus, le grand pôle agronomie universitaire de Montpellier identifie la ville, puisque nous sommes leaders dans bien des domaines agronomiques. Et les centres urbains aujourd'hui ne comportent qu'une petite zone agricole rétrécie, parce que, comme disait Alphonse Allais, il est bon de construire la ville en ville pour préserver les grands espaces environnementaux qui nous entourent. Mais l'agriculture dans les villes est réduite. Notre vivier, notre source de production et de sécurité alimentaire, elle s'organise dans un grand territoire. Et c'est de ce grand territoire dont il s'agit, celui d'abord de la métropole, et puis des accords que l'on peut passer avec les autres agglomérations qui sont limitrophes et qui à ce jour nous ont donné leur accord, et qui sont entre 20 et 30. Mais nous aurons l'occasion d'en parler en début d'année, parce que tout cela a été orchestré et programmé selon un agenda précis. Il y aura plusieurs points de presse comme celui-ci. L'entrée du schéma de cohérence territoriale, qui sera révisé à partir de 2015, ce sont les terres fertiles et l'alimentation, la production. Voyez-y, viticulture, agriculture. La viticulture n'est pas exclue de mes propos, loin de là. Ensuite, la deuxième conférence de presse que je ferai avec Isabelle Gianiel, qui est vice-présidente de la communauté d'agglomération sur les transports, ce sera la deuxième entrée du schéma de cohérence territoriale qui mérite d'être révisé. Ce sera la mobilité. Et donc une réévaluation des besoins de transport de l'ensemble du territoire communautaire. La troisième conférence de presse que nous ferons à la fin du mois de novembre avec Stéphanie Janin, ici présente, sera liée à l'ensemble de la politique d'urbanisme, intégrant à la fois ce que nous allons dire aujourd'hui et ce que nous dirons demain avec Isabelle Gianiel, sur la ville et sur la métropole, sur l'agglomération. Et puis en janvier, avec Catherine Dardet, première vice-présidente de l'agglomération de Montpellier et future métropole, nous traiterons d'un sujet majeur qui lie toutes les avancées en termes d'aménagement du territoire traitant d'urbanisme et qui, elle, traitera de l'urbanité, c'est-à-dire du bien vivre ensemble, c'est-à-dire de l'habitation humaine des territoires. C'est ce qu'on regroupe sous le terme politique de la ville, qui passera en termes de compétences de la ville et à l'agglomération future métropole à partir du mois de janvier. Donc, premier point de presse et conférence de presse aujourd'hui avec Isabelle Touzard, l'entrée dans le SCOT par l'agriculture, l'alimentation, la protection des terres. Deuxième entrée, la mobilité avec Isabelle Gianiel. Troisième, évaluation en termes d'aménagement du territoire avec Stéphanie Janin. Et début janvier, la politique de la ville dans son intégralité, en saluant l'arrivée d'Adiel Kamoussi et de Chantal Marion, tous les deux vice-présidents, qui arrivent de Chine, on comprend. Voilà ce que j'avais à vous dire, et je passe la parole à Isabelle Touzard. Cette idée, vous allez me dire, mais pourquoi une politique agricole et alimentaire? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se fait rien dans l'agro? Pas du tout, au contraire, il y a déjà des choses qui se mènent, donc à l'échelle de l'agro en tant que telle. Dernière chose importante, l'agriculture, avant tout, tu l'as dit, hein, c'est un secteur de la production. Et en tant que tel, c'est un secteur qui peut permettre de créer de l'emploi, qui est créé, et on sous-estime la capacité de création d'emploi directe et indirecte de l'agriculture. Et puis c'est un secteur qui, en entretenant les paysages par exemple, en apportant une production de qualité, notamment viticole, le vin de l'agro de très grande qualité, permet de se combiner avec d'autres activités économiques comme le tourisme, le no-tourisme, et donc voilà, rentre en synergie avec d'autres secteurs économiques, et tout ça permet de créer de la valeur sur le territoire, d'en apporter. Voilà, donc si on s'intéresse à l'agriculture et à l'alimentation, s'il y a autant d'attentes, c'est bien parce qu'il y a tous ces enjeux. J'en oublie un important, j'en discutais avec des conseillers municipaux de la ville de Montpellier, c'est
vraiment le rôle social, je reviens là-dessus, que peut jouer l'agriculture, au travers notamment de l'emploi, j'en ai parlé, mais aussi de l'insertion. Je pense aux jardins partagés, aux jardins familiaux, à toutes ces expériences-là qui font que voilà, ces entrées-là, ces secteurs-là jouent un rôle très important. Alors, vous allez me dire, pourquoi une métropole, une future métropole, construire sa politique agricole et alimentaire? Parce que quand on parle de politique agricole et alimentaire, en général, on se réfère à l'Europe, la PAC, politique agricole commune, on se réfère au ministère de l'Agriculture, avec les lois d'avenir. Vous êtes au courant qu'il y a une loi d'avenir agricole qui a été élaborée tout récemment. Et donc, on a des politiques, je dirais, hyper déterminantes, quoi. Que peut faire, quel rôle peut jouer un territoire, comment peut-on, nous, orienter l'agriculture et l'alimentation? Ben, si on estime que oui, on le peut. On peut infléchir, on peut orienter les formes d'agriculture sur le territoire. On peut orienter notre alimentation en conjuguant, en combinant bien l'action des maires, l'action des élus, l'action de l'aglo en tant que PCI avec ses outils qui sont propres. Et puis l'action des professionnels de l'agriculture et des citoyens, l'agriculture et l'alimentation et des citoyens qui sont de plus nombreux investis sur ces questions-là. Donc on peut jouer un rôle vraiment de coordination, de fédération. On en est persuadé. Et alors d'autant plus à Montpellier, donc, comme l'a dit le président, on a quand même à notre disposition le premier pôle mondial scientifique autour de l'agro-environnement, l'alimentation. 2000 chercheurs qui sont ici, donc c'est une construction historique. Je renvoie à Louis Malassi, qui a été vraiment l'instigateur de tout ça, d'Agropolis. Et voilà, on a un magnifique potentiel, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire Montpellier, c'est une zone viticole, monoculture de la vigne presque, le défi de l'alimentation ici, comme on va pouvoir le relever. Là, si on fait le pari que oui, parce qu'on a ce potentiel énorme qui est là, que l'on peut mobiliser, qu'on va déjà mobiliser dans le cadre de l'élaboration de la politique, je vais y revenir rapidement. Et puis surtout aussi parce qu'on a tous ces territoires qui adhèrent à une politique globale, à la construction de ce pôle métropolitain. Et l'idée, c'est d'avoir une démarche où on se met en réseau, on se coordonne, on se respecte les uns les autres, mais on coopère et où au final, territoires ruraux et territoires urbains vont pouvoir s'enrichir les uns les autres. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a décidé d'y aller. Alors le président disait qu'on est les premiers. Alors vous verrez que dans la littérature, il y a déjà d'autres agglomérations qui se sont lancées, soit dans des politiques agricoles, soit dans des politiques alimentaires. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'emblée lier les deux de façon très forte dans le cadre de notre action, premièrement. Puis deuxièmement, vous verrez souvent parler de projets alimentaires territoriaux, de projets agricoles. Nous, c'est une politique qu'on parle ici, une politique publique, dans le sens noble vraiment du terme, que l'on veut construire en partenariat et de façon cohérente avec l'ensemble des élus. C'est-à-dire que dans la démarche, à la différence d'autres endroits, on commence par se mettre ensemble autour de la table entre élus, pour tous ensemble porter cette politique et les objectifs qu'elle sous-tend. Et ensuite, bien entendu, mais très rapidement, rassurez-vous, travailler en partenariat avec les acteurs de la profession, les acteurs des filières, les associations, les entreprises, etc. Mais la Chambre d'agriculture, bien entendu, qui est là. Bien entendu. Mais l'idée, c'est que ce soit porté vraiment politiquement et que cette question ne soit pas l'affaire juste d'une présidente isolée et puis d'un staff technique, mais que ce soit vraiment porté par l'ensemble d'une communauté d'élus. Et l'idée, c'est bien entendu que petit à petit, cette politique-là soit également aussi portée, dès lors qu'elle est construite, elle est co-construite avec les territoires ruraux qui nous entourent et qui approvisionnent, bien entendu, le bassin montpellierien. Et pour lesquels le devenir de l'agriculture est aussi fortement lié à ce qui se passe ici. Voilà. Donc c'est en ça que c'est original. Et puis, comment nous allons procéder, c'est déjà, je vous le disais très rapidement, c'est de recenser, c'est déjà construire cette vision, de partager avec les élus. Donc ça, on va s'y employer pendant les 3 mois qui viennent, jusqu'au mois de janvier. En 2 temps, on va d'abord se mettre d'accord tous ensemble avec les 31 maires et les élus, les conseillers, sur c'est quoi cette agriculture, cette alimentation sur l'agro, quels objectifs on lui donne, et puis aussi s'imprégner de ce qui se fait ailleurs sur la planète, parce qu'on a envie aussi à Montpellier de vivre, d'échanger de façon internationale sur cette question-là. Il y a des expériences très intéressantes, notamment aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada, des initiatives de grandes villes autour de ces questions de sécurité alimentaire, eux étant
motivés par d'autres enjeux, notamment la lutte contre l'obésité. Mais voilà, s'imprégner de ça pour voir c'est quoi construire cette politique agricole et alimentaire. Donc, et puis, à partir de là, dans un deuxième temps, avec les acteurs, avec les partenaires, avec les associations, comme je vous disais, construire différents axes possibles autour de cette politique agricole, sachant que le leitmotiv, ça va être toujours de dire qu'on ne va pas forcément créer des actions de dimension énorme, mais plutôt fédérer, mettre en lien, mettre en cohérence tout ce qui se fait et surtout inventer, être force d'innovation et mettre en réseau toutes ces initiatives qui existent, que je découvre petit à petit depuis quelques mois que j'occupe ce poste-là de vice-présidente, cette fonction de vice-présidente. Et que vraiment ces initiatives qui sont très nombreuses, mais qui sont inconnues d'un village à l'autre, d'une commune à l'autre, on ne sait pas ce que fait le voisin, alors qu'il y a des choses très intéressantes qui se font autour des cantines, autour des marchés, autour de tas de choses. Voilà. Je pense que l'aglo aussi, avec cette fonction coopérative d'idées, moi j'avais cette notion de coopérative de service, mais aussi de coopérative d'idées, on doit vraiment travailler dans ce sens-là, et il y a beaucoup de choses qui sont en place et qu'il s'agit juste de dynamiser et d'impulser. Voilà, donc très rapidement un petit peu l'esprit de la construction de cette politique agricole. Donc je ne vais pas vous donner tout de suite les axes, les très concrets, le plan d'action de la politique, c'est justement ça qu'on va construire à partir de maintenant. Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions. Oui, peut-être pour commencer, est-ce qu'on doit comprendre dans ce que vous commencez à dire que c'est fini l'époque du tout béton, de construire à tout va des ZAC, etc. et que maintenant, avant de construire, on va aussi regarder cet aspect-là agricole qui était pour l'instant pas très regardé? C'est ça. Exactement. Exactement. En quelques mots, c'est ça. C'est très important. Là, je veux dire, il y a la bétonisation dont vous parlez, c'est des choix extrêmement importants qui engagent pour des décennies, voire des siècles. Donc on ne peut pas dorénavant. Pour moi, chaque zone, surtout en zone périurbaine, mais partout, chaque hectare maintenant de terre doit être regardé compte, est précieux et doit être regardé à la lumière de tout ce qu'il représente en termes de production alimentaire, d'emploi d'impact sur l'environnement, d'alimentation que l'on sacrifie. Voilà. Donc ça, on y est très attaché à partir de regarder chaque hectare comme ça. Il y a quelques jours sur France Inter, une humoriste faisait une chronique sur le liner à Pérol, qui s'installe sur le domaine de la pailletterie, c'est un domaine agricole, historique, en disant que c'est une catastrophe écologique, une catastrophe environnementale. Est-ce que c'est l'exemple de mauvais exemples que vous voulez éviter désormais? Si vous voulez, le raisonnement que nous avons proposé aux élus et aux maires, et que Isabelle Touzard vient de décrire, les orientations politiques, elles s'appliquent sur le grand territoire de la ville. Il ne se résume pas aux limites communales de Montpellier, ni même des trois villes alentour, Latte, Pérol, Castelnau. Elle s'applique sur le territoire des 31 communes. Et bien au-delà, Isabelle en a parlé, c'est sur le futur pôle métropolitain, pour avoir une cohérence dans l'aménagement et dans la production et dans la protection des terres, des hectares. Ce bâtiment dont vous parlez, qui se trouve à l'intersection de la route de la mer, face à la pailletterie, c'est un bâtiment qui a été fait dans le cadre de Aude pour mettre en place un certain nombre de pépinières d'entreprises et des bureaux, et qui correspond au territoire d'éco-cité et à la revitalisation économique du secteur. Bon. Moi, le parking de la gare, c'est loin. Si j'avais été à l'urbanisme, je ne l'aurais pas accepté tel que je l'ai dit à la réunion publique, je le maintiens. Peut-être que si j'avais eu à accepter ce bâtiment, j'ai bon mot à dire, je n'aurais pas dit oui. Sur sa forme, sur sa hauteur, qui vient interrompre de la place royale du Pérou le grand paysage jusqu'à la mer. Je suis pas fou. Bon, maintenant il y est. On ne va pas le casser. Mais ce sont des choses, mais là je vous parle en termes de paysage urbain, plus qu'en tant que protection des hectares. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut arriver à densifier la ville déjà construite, pour pouvoir préserver de grands espaces, mais il faut les sanctuariser. Et il faut les sanctuariser avec l'accord des maires et dans une dynamique globale de territoire, pas au parcours. Isabelle l'a dit,
de village à village, de ville à ville, on ne sait pas ce que les autres font. Donc il faut remettre de la cohérence. Le pôle métropolitain a cette priorité de mettre de la cohérence dans les politiques publiques. Un des enjeux, c'est les routes. Le Conseil général est souvent confronté à ça, de faire passer des routes sur des terrains agricoles. Il y a souvent ce débat sur des vignes, sur des terrains agricoles. Comment vous allez travailler avec le Conseil général sur ces sujets pour venir sur le territoire métropolitain? Dans le cadre de la future métropole, les routes aujourd'hui gérées par le Conseil général seront gérées par la métropole, si je ne me trompe. C'est une proposition. Donc l'idée, c'est sûr que vous avez raison, il faut pouvoir mettre de la cohérence dans tout ça et pouvoir maîtriser, mettre en cohérence tous les outils et tous les éléments. C'est bien pour ça aussi que la deuxième conférence, c'est la question de la mobilité. Il faut que tout ça soit bien articulé. Donc c'est une proposition, hein, c'est que voilà, les routes actuellement gérées par le département. Vous parlez d'une nouvelle entrée du SCOT. Est-ce que ce n'était pas déjà la démarche adoptée dans le SCOT actuel qui prévoyait d'abord une armature des espaces naturels et agricoles avant l'armature urbaine? Oui, bien sûr. Hein. Et d'ailleurs, c'était le fameux regard inversé sur le SCOT. Et d'ailleurs, l'initiative de Montpellier avait été saluée, parce que c'est une entrée un petit peu originale et unique, même au niveau du territoire national. Mais la question, c'est justement celle-là, c'est que derrière cette volonté qu'il y a eu, qu'il faut maintenant continuer à affirmer, hein, c'est qu'il n'y avait pas derrière justement une politique agricole et alimentaire pour opérationnaliser ça et faire en sorte que ces choix importants qui étaient faits au niveau du SCOT se concrétisent derrière par vraiment voilà, un développement du tissu agricole. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment en effet de mettre de la chair ensuite derrière. Mais c'est sûr que le substrat, je parle en présence de Stéphanie, mais le substrat, bien entendu, qui est fondamental derrière ça, c'est le SCOT, quoi. Mais pour revenir sur la question tout à l'heure de Pérol, ce qu'on se rend compte aussi, là je parle en tant que maire, c'est qu'il faut doter aussi les élus des outils, des expériences, des champs d'expérience pour tenir ce fameux enjeu de la densification, du réinvestissement urbain. Parce que c'est pas facile, hein, dire, ce défi-là qu'on lance, il est important, il y a des pressions, enfin, je veux dire, fortes qui vont dans l'autre sens, hein, dans le sens toujours de l'étalement urbain, notamment dans les communes, voilà, et je dirais plus on s'éloigne de la ville-centre, et plus l'étalement urbain est important. Et aujourd'hui, là où le plus de terres agricoles sont dépensées, c'est paradoxalement dans les zones les plus rurales. Hein. Il faut voir cette politique-là à l'échelon de la métropole, mais aussi du pôle métropolitain. Surtout lié à l'alimentation, la production des terroirs qui sont connexes de l'agglomération de Montpellier ne sont pas utilisés par la ville, le centre. Je vous prends l'exemple des gariguettes de Beaulieu, tout simple, que vous ne trouvez pas sur les marchés ou que sur certains revendeurs à Montpellier ou commerçants. Mais vous pouvez multiplier l'exemple à souhait. Ceux qui arrivent au BID, au marché d'intérêt national, c'est-à-dire le marché gare, ce n'est pas forcément la production des producteurs locaux. Donc il faut remettre un peu de cohérence dans tout ça et voir par le prisme de l'alimentation et de la protection des terres l'ensemble du grand territoire de la ville. Voilà, c'est ça l'idée. Le SCOT y répondait, surtout pour la viticulture et surtout pour la protection de l'environnement. Mais là, on le lie avec une fonction supplémentaire, c'est la volonté de prévoir une alimentation possible, une production alimentaire possible pour les 50 ans à venir. Et c'est pas la même façon de fonctionner. Est-ce que vous avez chiffré la perte des terres agricoles liées au chantier de la neuf? Je ne vais pas vous répondre directement. Je suis désolée. Je ne sais pas vous dire ça. Je ne sais pas vous dire. Vous savez, c'est un projet qui est lancé, ça. Oui, on peut supposer qu'il y a beaucoup de terres agricoles proches qui ont été... Oui, mais vous savez, la politique, c'est un juste équilibre. Hein. Il y a aussi des grands équipements à fabriquer. Alors on peut discuter de l'opportunité du doublement de la neuf. J'en conviens, certains sont contre parce qu'on brise le corridor écologique, parce que.
Oui, mais quand on va faire le TGV, on va le briser, le corridor écologique. Et à ma connaissance, le TGV, il suit aussi le doublement de la 9. Donc, pourquoi le rail ne briserait pas ce que la route brise? J'allais vous demander la même chose. Sur la TGV. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des projets qui ont été orchestrés il y a 20 ans. Et qui sont des projets d'infrastructure dont on peut discuter de l'opportunité. Mais donc aujourd'hui, est-ce qu'on sait quelles conséquences ça va avoir sur la politique agricole locale? Non, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas l'incidence, mais je vous mentirais. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les projets sont là, quoi. Donc on les assume. On les assume et par contre, on se dote d'outils d'aménagement du territoire et de politiques publiques qui permettent de voir l'aménagement de demain et pour les 50 ans au travers des prismes des protections des terres et de l'alimentation et de la production alimentaire. Ça, c'est un progrès. C'est un progrès et c'est surtout une volonté politique forte qui est assez unique. C'est pour cela qu'elle a fait l'objet de ce point de presse ce matin. Et si je peux ajouter, c'est vrai qu'on va avoir affaire à une inertie. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est pas en quelques années, d'un claquement de doigts, que l'infection va être donnée de façon brutale et qu'on va voilà, aller à contre-courant si rapidement d'infections, de mouvements forts qui sont vraiment, imprégnés aujourd'hui dans le développement du territoire actuel. Donc l'idée, c'est de commencer à infléchir les pratiques, infléchir les visions pour que petit à petit, enfin j'espère assez rapidement quand même, parce que les enjeux sont forts, qu'on puisse arriver à, je dirais, mandat après mandat, à une inflexion de la vision de l'aménagement du territoire pour préserver ces terres-là. Mais c'est sûr qu'il y a des coups partis, entre guillemets, qui sont là et qui vont encore être visibles dans le paysage et dans le territoire, malheureusement. Mais c'est une autre vision aussi. Quelque part, on ne change pas les conceptions, on ne change pas les visions comme ça du jour au lendemain. Justement, en termes de vision, c'est quoi? C'est la future République indépendante de Montpellier qui est en création avec une autosuffisance alimentaire, pourquoi pas? Je ne vous dirais pas oui, parce que ce serait anti-républicain, mais je suis profondément républicain. Mais c'est la volonté de traiter au travers d'un comportement politique la vie de tous les jours d'une certaine façon. Ça veut dire, de façon coopérative, organisons-nous au niveau du territoire. N'attendons pas les grandes directives des officines parisiennes dont finalement les Français se foutent. Quand on protège les terres fertiles, c'est ni bleu, ni rouge, ni rose, ni vert. C'est d'intérêt général. Tout simplement. C'est pour les citoyens. Alors, si c'est faire de l'autonomisme que de raisonner pour les citoyens, alors oui, c'est une république libre. Vous allez appliquer ces principes sur la refonte du projet OSE, parce qu'il y avait des débats sur les 300 hectares agricoles. Nous l'avons avec Stéphanie Janin largement modifié. Nous avons ramené de 320 hectares à 60 hectares en partie constructive. Mais là aussi, la gare de la Mougère, pour sortir du PPP, ça nous coûte le contournement de l'immobilier. Moi, je n'ai pas les moyens de l'agglomération d'investir 2 milliards et de les supporter. Moi, j'ai pris les affaires en cours. Donc, ce que je peux changer, je le change, et ce que je ne peux pas changer, je le garde, je l'aménage, je l'organise, je l'intègre. Comme un sculpteur roman qui, dans la statue de Sainte-Foy de Conques, qui est de l'or coulé, a intégré pour que ce soit plus beau les cabets et les tailles classiques et antiques des sculpteurs romains et grecs. Vous voyez ce que je veux dire? Le sculpteur roman, il intègre l'art qui le précédait. Et il en fait quelque chose de nouveau. Là, on fait pareil. On prend ce qu'on nous a légué et on l'intègre dans l'œuvre que nous bâtissons ensemble. Et on l'aménage. Et on essaie de le reconstruire, de le remanier pour qu'il devienne pertinent dans d'autres raisonnements à nous. C'est tout simple ce que je dis. C'est pas compliqué. Vous auriez quelques
quelques exemples concrets d'actions, de projets qui pourraient être menés, même si rien n'est arrêté, pour impulser un peu cette réflexion? Parce qu'en dehors de projets politiques, qu'est-ce qui pourrait concrètement, des exemples, des choses un petit peu concrètes? Moi, ça va pas être, c'est concret, oui et non. Il me semble il nous faudrait rapidement mettre en place une plateforme ou, je sais pas si c'est un site web, enfin un lieu où on puisse mettre en lumière, recueillir, mettre en lumière, échanger déjà sur toutes les initiatives, comme je vous disais, qui sont nombreuses, qui existent sur le territoire, de l'agglo et puis même au-delà, bien entendu. Parce que rien que là, rien qu'en se donnant des idées, en se comparant, en s'émulant, je pense que l'émulation aussi, c'est quelque chose de fort, qui permet beaucoup aux élus aussi d'aller de l'avant. Cet outil-là, qu'on peut mettre assez rapidement en place, je veux dire, quelles que soient, je dirais, les orientations de la politique en tant que telles, les objectifs, c'est quelque chose qui va permettre vraiment de mettre en lumière des choses et puis de dynamiser déjà beaucoup. Alors après, quelles sont les actions sur lesquelles l'agglo va investir en tant que telle, va orienter, ça je pense que je ne veux pas m'avancer maintenant, parce qu'il est important aussi de donner un petit temps d'évaluation, de bilan de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, des choix qui ont été faits, même s'ils ont été faits de façon un petit peu, je ne vais pas dire dispersée, mais sans être mis en lien les uns avec les autres. Donc faire le point sur toutes ces actions-là, en tirer les bilans, pour voir ce qu'on va privilégier. Mais voilà, c'est une action qui peut aussi quand même être très concrète, qu'on peut mettre en place rapidement. Deux petites actions qui pourraient faire l'objet d'une réflexion immédiate. D'abord, il y a tout ce qui concerne les cantines et l'alimentation bio dans les cantines et dans les crèches. Ça, c'est une première réflexion qui a déjà été commencée, mais qui n'est pas aboutie. Et puis, il y a une autre réflexion, c'est la filière bois. Avec les forêts qui sont dans le grand territoire de la ville, les forêts de chênes, mais aussi les forêts de conifères dans le parc national du Languedoc. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire. On est en train de faire une chaufferie bois qui sera inaugurée d'ici 3 semaines. Là aussi, ça peut faire l'objet de conventions passées avec les producteurs de bois et ceux qui entretiennent les forêts, qui doivent être coupés à date régulière. L'entretien d'une forêt, ça ne se fait pas n'importe où. Donc là, on a plein de choses à se dire. Mais si on ne se rencontre pas autour d'une table, qui le sait? Aujourd'hui, les gens travaillent dans leur coin. Parce qu'il y a une histoire politique qui a fracturé les territoires. Pas que ça, mais aussi ça. Et je suis en train de revenir sur cette histoire politique et de recoudre le territoire. En face de la volonté politique, quels sont les moyens techniques, services, administratifs que vous mettez? Parce que là, on peut initier les élus autour du cadre, bien entendu, installer les services pour ça. Est-ce que c'est la charge de mission, 2, 3? Oui, donc il y a déjà 2 charges de mission au niveau de l'agglo, qui sont l'une placée à la direction du développement économique, c'est un peu les 2 piliers, et l'autre au niveau de la direction du foncier et de l'aménagement. On a aussi dans l'idée de travailler en lien avec la recherche autour d'une thèse CIFRE. Je ne sais pas si vous connaissez ce système, c'est un cofinancement entre l'employeur et puis l'État, pour nous accompagner aussi dans l'élaboration de cette politique-là. Et puis surtout, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui est très important, donc je le dis très rapidement peut-être, c'est qu'au moins dans la première étape, on bénéficie de l'appui de l'INRA, de l'unité de recherche innovation, qui est une unité de recherche pluridisciplinaire, donc qui mobilise des spécialistes de l'économie agricole, de l'économie de l'alimentation, des sciences politiques, de l'environnement, etc. Et qui vont donc nous appuyer dans cette démarche, nous aider à construire cette connaissance mutualisée, comme je disais, avec les élus, et puis à arriver, je dirais, à une proposition dans les 3 mois qui viennent. Donc on s'entoure, dans un premier temps de ces compétences-là. Et puis bien entendu, dans un deuxième temps, ce qui sera important pour nous, c'est de travailler en partenariat avec la profession. Je pense à la Chambre d'agriculture, je pense à d'autres acteurs. Il faut vraiment qu'on s'arme pour voir quel peut être le rôle d'une commune qui non seulement parfois arrive à mobiliser de la terre, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi s'appuyer.
Il faut voir comment on peut travailler avec la formation, les lycées agricoles, les CFPPA, les centres de formation professionnelle. Voilà, pour préparer au mieux les jeunes qui vont venir, construire les projets, pour se donner toutes les chances que ces initiatives qu'on va avoir sur les territoires, ce soit de la réussite, soit des expériences réussies. Il ne faudrait surtout pas que l'on accumule les échecs. Donc, par exemple, autour de l'installation des agriculteurs, il y a une demande, il y a du potentiel, mais c'est complexe, c'est pas facile. Et il faut se donner tous les moyens de favoriser peut-être les circuits courts, enfin, c'est la logique, j'imagine, pour que des produits d'ici soient consommés aussi par des gens d'ici davantage. Ça, c'est la grande question. C'est la grande question, c'est que on a, il n'y a aucun souci, vraiment aucun souci pour écouler de la production alimentaire sur Montpellier. Alors, il y a un bassin énorme, une demande énorme. J'ai rencontré hier à la fête au miel à Condorcet avec des apiculteurs, les apicultures, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, qui nous expliquaient qu'il y a énormément de marchés sur la ville ou dans les alentours qui les mobilisent, les sollicitent, et ils n'arrivent pas à répondre à la demande. Ils n'arrivent pas à répondre à la demande. Les apiculteurs, ils ne peuvent pas satisfaire tous les marchés. Et il y a sur le miel, je parle sur le miel. Donc on voit qu'il y a vraiment un travail à faire, bien entendu pour mettre en lien, parce que, et paradoxalement, d'un autre côté, on va trouver des producteurs, comme des producteurs d'oignons, de lésignons, ou des producteurs de tomates sur l'agglo, qui vont avoir du mal, d'un autre côté, parfois, sur certaines filières, à vendre localement. Donc c'est extrêmement complexe. Il faut vraiment reprendre ça à tête reposée pour voir quel est le rôle que nous, on peut jouer pour arriver à mettre en lien les consommateurs et les producteurs. Donc, je ne vous donnerai pas une réponse unique, parce que vraiment, la question est complexe. Vous voyez, entre deux filières différentes. Dans la fiche que vous donnez, dans la fiche que vous avez donnée, il y a un chiffre sur 10 000 hectares, soit 22% de la surface de l'agglomération en zone agricole. En zone agricole. Il y a le potentiel sur tous ces chiffres à augmenter, à valoriser. Alors là, les 10 000 hectares, c'est sur les exploitations. Ils ne sont pas tous, parce que les exploitations agricoles ont parfois des terres qui ne sont pas cultivées. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont en friche, donc qui sont des zones agricoles. Et à l'inverse, il y a des zones qui sont des terrains qui sont classés en zone agricole, mais qui ne sont pas propriétés ou mis en valeur par des exploitants agricoles et qui sont en friche, etc. Donc voilà, donc oui, l'idée c'est bien ça, c'est d'arriver à voir comment on peut, entre guillemets, et c'est un gros défi parce que ça ne va pas être facile pour des problèmes de spéculation foncière notamment, c'est comment on peut arriver à dégeler ces terres agricoles. D'un côté, on a des terres agricoles qui sont grignotées par l'urbanisation, et d'un autre côté, on a des terres agricoles qui sont enfrichées, qui sont gelées, entre guillemets, c'est-à-dire pour les propriétaires pour souvent des raisons de spéculation, mais pas que, parce qu'ils sont absents, parce qu'en zone périurbaine, il y a eu des divisions, il y a des individus, ils sont loin, les propriétaires sont à Paris, ils sont ailleurs. Donc on a un gros travail à mener pour, entre guillemets, dégeler ces terres agricoles et qu'elles soient enfin disponibles pour les agriculteurs. Et là, un gros travail à mener en lien, par exemple, avec la SAFER, avec la Chambre d'agriculture, ou d'autres acteurs. Aujourd'hui, vous savez combien d'hectares sont exploités sur ces exactement, je ne pourrais pas vous dire, mais 640 exploitations, si on met un zéro depuis... Quand même, on ne doit pas être loin des 10 000 hectares, ça ne doit pas être loin de ce qui est exploité. Alors, exploitation, qu'est-ce qu'on entend par exploitation agricole? C'est là-dessus aussi, il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce que c'est vraiment une exploitation qui fait vivre la personne à plein temps? Est-ce qu'on parle d'une exploitation qui va être menée à mi-temps avec une autre activité? Il y a des formes d'agriculture dans la zone urbaine, périurbaine, qui sont extrêmement variées, extrêmement diverses. Et c'est ce travail-là, cette vision-là qu'il faut qu'on construise. Simplement, sur la Chambre d'agriculture de l'Hérault, j'ai rencontré M. Jérôme Despé, ici, avec Mme Touzard, à Mairie de Montpellier, il y a une quinzaine de jours. Hier, j'étais au Vigan pour la foire de l'oignon et de la poire, dont j'étais le président d'honneur. Et j'ai rencontré le président de la Chambre d'agriculture du Gard, qui connaissait les intentions de la métropole de Montpellier à propos de son schéma de cohérence territoriale, et qui m'a dit être très intéressé par notre démarche. Il en est de même pour le président régional des chambres d'agriculture, qui est également très intéressé, d'après les propos de Jérôme Despé, qui nous l'a rapporté. Donc, c'est une nouvelle démarche qu'on dit ici,
dans l'esprit, elle n'est pas fondamentalement nouvelle, mais on a d'où la volonté politique de la porter en avant-première de toutes les négociations sur le futur schéma de cohérence territoriale. La nouveauté, c'est que les terres agricoles et l'alimentation. Ça veut dire qu'on le fait dans un but précis, de pouvoir nourrir les populations qui sont dans le grand territoire de la ville et au-delà. Et pour ce faire, il faut beaucoup de cohérence dans l'aménagement. Dans le cadre justement des discussions, on parlait de champs d'agriculture qui sont intéressés, mais est-ce que les collectivités, dans le cadre du pôle métropolitain, les autres agglos, peuvent être intéressés? Est-ce que vous avez commencé à avoir des discussions sur ces domaines-là avec elles? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les 5 pôles de la métropole sont partagés par tous les présidents des agglomérations que j'ai rencontrées. J'ai encore rencontré la semaine dernière Bagnols-sur-Cèze. 40 maires étaient présents. Et ils ont été d'accord pour marcher avec nous sur les 5 pôles. Je rencontre mardi les Idiens-Corbières. Je rencontre la Grande-Combe bientôt, Argelès-sur-Mer. Encore une. J'ai vu Sommières et j'ai vu Uzès, 20 maires et 30 maires respectivement. J'ai vu presque 700 maires.